Les rêves, depuis la nuit des temps, ils nous fascinent. On les voit comme des fenêtres, des fenêtres sur un monde invisible, des messages des dieux ou même des révélations de notre propre âme. C'est fou de penser que des tablettes sumériennes jusqu'au labo de neurosciences d'aujourd'hui, on n'a jamais arrêté de vouloir comprendre ces images qui nous visitent la nuit. Mais alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi cette quête nous obsède-t-elle à ce point? Voilà, c'est exactement ça la question qui va nous guider. Comment est-ce que cet art ancestral de l'interprétation, a bien pu évoluer à travers les siècles? Et puis, qu'est-ce que la science moderne a à nous dire aujourd'hui sur ces phénomènes qui peuvent être à la fois fascinants et parfois un peu dérangeants? Allez, on parle ensemble, explorer cette quête millénaire. Alors, pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en 5 grandes étapes. On va d'abord remonter aux origines de cette quête, ensuite direction l'Antiquité pour écouter ce que les dieux avaient à dire, après ça on plonge dans l'inconscient avec la révolution de la psychologie, puis on ira voir ce qui se passe dans le cerveau avec les neurosciences, et on terminera avec des choses très concrètes pour décoder nos nuits aujourd'hui. Allez, c'est parti. On commence par le commencement, la quête des rêves. Bien avant la psychologie moderne, bien avant tout ça, l'humanité cherchait déjà des réponses dans le sommeil. C'est vraiment là qu'on pose les fondations d'une pratique qui traverse toute notre histoire. Une pratique qui tente de trouver un sens dans ce qui peut sembler être le chaos total de nos songes. Alors, il y a un mot pour ça, un mot un peu savant mais super intéressant. L'oniromancie. Ça vient du grec, oniros qui veut dire songe, et manteia, la divination. C'est tout simplement l'art de deviner l'avenir par les rêves. Et cet art, il accompagne l'humanité depuis toujours. L'idée, c'était que les rêves étaient une porte ouverte sur un autre monde, une source de savoir caché, et qu'il était absolument crucial de savoir comment la déchiffrer. Allez, on fait un bond dans le temps, direction l'Antiquité. Il faut s'imaginer une époque où un rêve, ce n'était pas juste une production de notre esprit, pas du tout. C'était perçu comme un véritable message, un message venu d'ailleurs, peut-être même directement du royaume des dieux. Un message qui pouvait contenir des prophéties, des avertissements ou même des remèdes. Et ce qui est vraiment fou, c'est de réaliser à quel point cette pratique est ancienne et continue. Regardez ça, on trouve des traces écrites en Mésopotamie il y a plus de 5000 ans. Déjà à l'époque, les rêves étaient vus comme des révélations divines. Et cette tradition, elle ne s'arrête pas là, elle continue en Égypte. Puis elle est en quelque sorte synthétisée, perfectionnée en Grèce. C'est une ligne directe qui traverse les millénaires, sans jamais s'interrompre. Et bien sûr, chaque grande civilisation avait sa propre saveur, sa propre façon de voir les choses. En Mésopotamie, par exemple, les prêtres étaient les grands spécialistes des songes. C'était eux qui faisaient le tri entre les vrais messages divins et le bruit nocturne. En Égypte, l'idée c'était que l'âme, qu'elle partait en voyage pendant la nuit. Et en Grèce, alors là, c'est passionnant parce qu'il y a une sorte de tension. D'un côté, on a des pratiques très spirituelles, comme les malades qui allaient dormir dans les temples pour recevoir des rêves de guérison. Et de l'autre, on a déjà des penseurs, des philosophes comme Aristote, qui commencent à se dire « Attendez, et si tout ça n'était pas divin, mais plutôt un phénomène naturel, psychique ?» Et au milieu de tout ce savoir antique, il y a une œuvre qui est un véritable monument. C'est celle d'Artémidore de Daldis. On est au IIe siècle et ce type compile une encyclopédie en 5 volumes, La Clé des songes. Et attention, ce n'est pas juste un simple dictionnaire du genre « si on rêve de ça, ça veut dire ça ». Non. Il a établi des règles d'interprétation très subtiles qui prenaient en compte la vie personnelle du rêveur. Son livre est devenu la référence absolue pendant des siècles et des siècles. Il a influencé tout le monde des Byzantins au monde arabe. C'est tout simplement le socle de toute l'interprétation des rêves en Occident. Ok, on a passé les millénaires à regarder vers le ciel pour trouver des réponses. Et là, au début du XXe siècle, c'est un séisme, un véritable tremblement de terre intellectuel. Le regard se tourne complètement. Fini de chercher la source des rêves chez les dieux, maintenant on va la chercher à l'intérieur, dans les profondeurs de la psyché humaine. Et voilà la phrase de Sigmund Freud qui change absolument tout. En 1900, avec son livre L'interprétation du rêve, il lâche une véritable bombe conceptuelle. L'idée révolutionnaire, les rêves, ils ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de nous. C'est le langage de notre propre inconscient. Et ce langage, attention, il n'est jamais le fruit du hasard. Il est toujours profondément lié à nos désirs, à nos peurs, à nos conflits intérieurs. Alors comment ça marche concrètement chez Freud? L'image la plus simple, c'est celle de l'iceberg. Ce qu'on voit, la petite pointe qui dépasse, c'est le contenu manifeste. C'est l'histoire, le film un peu bizarre qu'on se souvient au réveil. Mais le plus important, la masse énorme qui est sous l'eau, c'est le contenu latent, la vraie signification, le sens caché. Pour Freud, le but du rêve, sa fonction première, c'est d'accomplir un désir, souvent un désir refoulé. Sauf que ce désir, pour pouvoir passer la barrière de notre conscience sans nous choquer, il doit se déguiser. Et la méthode pour enlever ce déguisement, pour déchiffrer ce code, c'est ce qu'il appelle l'association libre. Et puis, après Freud, arrive Carl Jung. Au début, c'était son disciple, mais il va vite prendre son propre chemin et développer une théorie beaucoup plus large.
Pour Jung, les rêves ne sont pas juste le reflet de nos petits désirs personnels refoulés. Non, pour lui, ce sont aussi des portails, des portes d'accès à quelque chose de bien plus grand, ce qu'il nomme l'inconscient collectif, une sorte de mémoire psychique partagée par toute l'humanité. Si on met les deux approches face à face, on voit bien que les différences sont énormes. Chez Freud, le rêve est avant tout personnel. Sa fonction, c'est d'accomplir un désir. Et le symbole, il sert surtout à cacher ce désir. Chez Jung, la perspective est beaucoup plus large. Le rêve vient de l'inconscient personnel et collectif. Sa fonction, ce n'est pas d'accomplir un désir, mais de compenser, de nous aider à trouver un équilibre psychologique. Et donc le symbole n'est plus un déguisement, mais au contraire un message archétypal qui porte une sagesse universelle. C'est vraiment deux visions du monde. Bon, on a vu l'Antiquité, on a vu la psychologie, maintenant on change complètement de lunettes et on passe à la science pure et dure. Que se passe-t-il concrètement dans notre cerveau pendant qu'on rêve? Quels sont les mécanismes biologiques derrière tout ça? Le grand tournant pour la science, il arrive dans les années 50. C'est une découverte absolument stupéfiante. Le sommeil paradoxal, ou REM sleep en anglais pour Rapid Eye Movement. C'est une phase du sommeil où alors que notre corps est complètement paralysé, nos yeux bougent dans tous les sens et notre cerveau, il est en ébullition. Il est aussi actif que si on était réveillé. Et c'est là, dans ce théâtre intérieur, que se jouent la plupart de nos rêves les plus fous. D'un coup, on a compris que le cerveau, la nuit, il ne se repose pas du tout. Il bosse comme un dingue. Du coup, une des théories les plus influentes pour expliquer ça, c'est l'hypothèse activation-synthèse. Pour faire simple, imaginez ça. Pendant la nuit, le tronc cérébral, la partie la plus primitive de nos cerveaux, envoie des décharges électriques un peu n'importe comment. C'est l'activation. Le cortex, lui, qui est la partie plus évoluée, le grand raconteur d'histoire, reçoit tous ces signaux chaotiques. Et pour y mettre un peu d'ordre, il fait ce qu'il sait faire de mieux, il les synthétise, il tisse une histoire avec. Le rêve, ce serait donc une sorte de film que notre cerveau improvise pour donner du sens à un bazar électrique qui, à la base, n'en a aucun. Aujourd'hui, la recherche continue et explore plein de pistes, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Est-ce que le rêve est notre disque dur de la nuit ? Le moment où on consolide nos souvenirs? Est-ce que c'est une sorte de thérapie nocturne où on digère nos émotions? Ou alors un simulateur de vol pour s'entraîner à faire face aux dangers de la vie? Et puis, il y a ce phénomène incroyable du rêve lucide. Le moment où, en plein rêve, on se rend compte qu'on est en train de rêver et qu'on peut parfois même en prendre le contrôle. Là, on touche à des questions vertigineuses sur la nature même de la conscience. Ok, après ce grand voyage dans l'histoire et dans la science, revenons à des choses plus pratiques, à aujourd'hui. Concrètement, comment on peut faire pour travailler avec ses propres rêves? Pour mieux se connaître, peut-être trouver des solutions, ou même booster sa créativité. L'outil numéro 1, vraiment le plus simple et le plus puissant pour ça, c'est le journal de rêve. La règle d'or, c'est d'avoir un carnet juste à côté de son lit, et de tout noter, absolument tout, dès le réveil, avant que ça ne s'évapore. Les images, oui, mais aussi les émotions, les sensations, les couleurs, les bouts de phrases. Et petit à petit, en faisant ça, on commence à repérer des motifs. Des thèmes qui reviennent, des symboles qui sont personnels. On apprend en quelque sorte sa propre langue intérieure. Et il ne faut pas voir les rêves que comme un outil d'analyse, c'est aussi une source de créativité absolument incroyable. L'histoire est pleine d'exemples célèbres. Le chimiste Kekulé qui trouve la structure du benzène en rêvant d'un serpent qui se mord la queue. Paul McCartney qui se réveille avec la mélodie de Yesterday en tête. C'est logique en fait, pendant qu'on dort, notre cerveau est libre, il n'est plus bridé par la logique, il peut faire des associations folles, complètement inattendues, et parfois trouver des solutions géniales que notre esprit éveillé n'aurait jamais pu imaginer. Et pour conclure, j'aimerais qu'on revienne à notre point de départ, à Artémidore, avec cette citation qui a presque 2000 ans. Le songe est une lettre que le Dieu adresse à l'homme. Je trouve qu'elle résonne encore avec une force incroyable aujourd'hui, parce qu'elle nous rappelle qu'on a une approche scientifique, psychologique ou spirituelle. Au fond, on a tous cette intuition que le rêve est un message qui nous est personnellement adressé. La science, c'est vrai, peut nous expliquer le comment, les mécanismes du cerveau, le sommeil paradoxal. Mais le pourquoi, le sens profond, ça reste un mystère. Alors peut-être que le rêve, c'est les deux à la fois. Un phénomène biologique et une expression symbolique de notre monde intérieur. Finalement, la grande question reste entière. Peu importe qui est ce Dieu dont parle Artémidore, que ce soit une force extérieure, l'inconscient collectif de Jung, ou juste notre propre cerveau qui fait du bricolage avec des signaux électriques, la question fondamentale, elle, demeure. Qu'est-ce que cette lettre qu'on reçoit chaque nuit essaie bien de nous dire ?